Le palais de l'amour impossible. Varsovie croulait sous la neige, une neige grise, piquetée de mâchefers, qui sentait les fumées industrielles. Cela ajoutait une impression de pollution malsaine à son air de désolation. La bise sifflait. Les passants dans les rues s'enfuyaient avec une expression apeurée, comme sous l'effet d'un mandat d'arrêt. À 2 heures de l'après-midi, il faisait déjà presque nuit. Ce crépuscule contaminait tout. Il semblait, à la suite de je ne sais quel ensorcellement maléfique, qu'on arrivait ici au bout de la vie sans avoir vécu, qu'un mal incurable empêchait les sourires de s'épanouir sur les lèvres, et que même les baisers ne pouvaient rejoindre les lèvres aimées. Une ville sans joie, sans espoir, reconstruite à l'identique sur ses ruines, qui semblait mimer besogneusement la vie sans entrain, comme une parodie obligée. J'habitais l'hôtel Europelski. Il gardait de sa splendeur d'antan. En réalité, celle-ci n'avait jamais existé que dans les prospectus publicitaires. Quelques stucs noircis, un décorum aussi usé que le gilet et la chemise du concierge, qui n'avait pas connu l'amidon depuis 1939. Les robinets toussaient comme des poitrinaires et crachaient un filet d'eau tiède qui s'interrompait au moment où votre corps, enduit Quant d'une au mousse téléphone, grise il et ne devait acide, le servir qu'à réclamait. permettre à la police Les secrète de sonnettes ne donnaient que Jaruzelski sur le de noter vide, vos les contacts. draps auraient pu faire C'est le d'excellentes genre d'endroit serpillères qu'on dans un choisirait bouge. volontiers pour se suicider. L'existence ne vous laisserait que peu de regrets. On ne balance pas beaucoup à choisir les hypothétiques agréments de l'au-delà en échange d'un paysage aussi déshérité. À quoi bon vivre quand il faut piétiner à la porte d'un magasin pendant 2 heures pour obtenir une orange, quand il faut 3 semaines d'attente pour se procurer un rasoir mécanique, 1 an pour un rasoir électrique, 2 mois pour jouir enfin de l'usage d'une pompe à bicyclette, 2 ans pour une voiture Skoda, 4 ans pour un branchement téléphonique. Heureusement, je n'étais pas seule. J'avais emporté la biographie de Loti par Leslie Blanche, magie de la littérature. Soudain, j'avais chaud, comme si je sortais d'un hammam près de la mosquée bleue. Je me promenais le long du Bosphore. Je rêvais en contemplant l'Hellespont. Dans les ruelles sonores, je distinguais des yeux de gazelle brillant derrière les moucharabiers. Ce soir, suivant Loti dans ses escapades nocturnes, j'irais, au péril de ma vie, après avoir soudoyé quelques servantes, étreindre quelques belles désenchantées prisonnières de la concupiscence d'un vizir. Puis, au petit matin, à sa suite, je rejoindrais le marin à la barbe odorante dans la barque duquel il tentait d'épuiser ses inépuisables ardeurs. Cette Pologne que j'aimais, comme elle me faisait de la peine. Belle, désenchantée, elle subissait elle aussi l'enchaînement d'un vizir. Mais la botte russe, jointe à la bureaucratie soviétique, n'avait rien dans son joug qui rappelât les subtiles et cruelles perversités d'un ottoman lascif à l'écoute du Messine, du roucoulement de ses tourterelles et des gazouillis des jets d'eau. Elle ne pouvait me donner que ce qui lui restait de nostalgie. Les palais, où Casanova s'était battu en duel, avaient été transformés en casernes. Ne demeurait que l'esquisse d'une ville reconstituée à l'identique, mais qui avait perdu la légèreté et l'allégresse qui l'habitaient. À Cracovie, la veille, du haut des murailles du château de Wawel, j'avais vu la magnifique citadelle encerclée par l'ennemi immobile et menaçant qui depuis 30 ans en faisait le siège. Les tours patibulaires des Assyries et du complexe pétrochimique de Nova Huta. Une lourde fumée toxique s'élevait en volutes sinistres de ce camp retranché. Staline avait cru asphyxier l'aristocratique Cracovie en la ceinturant d'usines. Mais l'inverse s'était produit. Les ouvriers, au contact de tant de beautés menacées, avaient pris le parti de cette ville qu'on leur demandait de détruire. Là était né le mouvement Solidarnosc qui allait embraser l'inflammable Pologne et contaminer tout le système soviétique. Je m'appuyais sur le rebord d'un parapet en pierre pour jouir tristement de ce paysage de désolation industrielle. La pierre semblait étrangement duveteuse. Je regardais mes mains. Elles étaient noires d'un mélange de suie acide et de poudre de ciment qui pleuvait du ciel empoisonné. À Wawel, dans la salle à manger du château qui avait été la demeure des grands électeurs, j'avais vu surgir la scène shakespearienne décrite par Malaparte dans Caput. Je revoyais Franck, le bourreau de la Pologne au piano, sa femme et sa fille à leur tricot, puis, lors du dîner, l'arrivée de lois énormes servies sur un plateau d'argent, cette exclamation de Malaparte « Feuer !» Feu exclamation qui, après avoir provoqué un moment de stupeur, avait déchaîné des rires inextinguibles, des rires gras d'assassins enflammés de bière et de meurtre.
Je ne pouvais quand même pas lire la biographie de Loti toute la journée. Comme Raymond Roussel à Bombay, qui, indifférent à la population et au paysage, s'était enfermé dans la cabine de son yacht pour y lire le dictionnaire de Bayle. Je sortis sans enthousiasme de l'hôtel Europelski. Une large avenue se présentait, lugubre et crépusculaire en ce début d'après-midi. J'avais fait quelques pas lorsque je tombai en arrêt devant un vaste palais où siégeait le ministère de la Culture. J'avais déjà vu ce palais, mais quand? Je l'avais vu dans mes rêves, j'en étais certain, ou alors je l'avais habité dans une autre vie. Il me semblait entendre le grelot de traîneaux depuis longtemps disparus, avec leurs couvertures en fourrure de loup. Les candélabres en argent allumés pour un souper brillaient d'une lueur féerique au premier étage. Une voix interrompit ma rêverie. C'était celle du cinéaste Andrzej Żuławski. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» Je le regardais d'un air ahuri. Je bredouillais quelques explications. Comprenant que je n'étais pas dans mon état normal, il n'insista pas. Non, sans m'avoir révélé le nom du palais. Le palais Potocki. Aussitôt me revinrent en mémoire les souvenirs de la comtesse Potocka. C'était comme si j'avais son livre sous les yeux et que les scènes qu'elle décrit se reproduisaient de manière magique. J'étais avec l'armée de Murat en ce début d'année 1806, auréolée par la victoire d'Austerlitz. Je montais l'escalier d'honneur 4 à 4 avec un jeune capitaine, Charles de Flahault, officier d'état-major. Je pénétrais avec lui dans le salon où on le recevait comme un fils de la famille. Une jeune femme ravissante, la femme du comte, demeurait les yeux baissés sur sa broderie. Soudain, elle les leva vers lui. La passion les embrasa. Une passion immédiate, violente pour lui, d'une combustion lente pour Anna. Il habitait dans les communs avec les enfants du couple. Un soir, le fils tombe malade. Flahault demeure près de lui pour le veiller. Puis, la guerre reprend, il doit partir. C'est Eylau où il n'échappe à la mort que par miracle. Anna s'attend chaque jour au pire. Il lui écrit et lui demande de la revoir. Elle hésite. Elle sait que si elle lui répond favorablement, elle ne pourra plus se dérober. Après de violents efforts sur elle-même, quoi qu'il lui en coûte, elle refuse. Pendant 3 ans, cette passion continue de la ravager. Elle ne vit que pour lui, ne songe qu'à lui, à ses moments disparus, à cet amour qui la brûle sans la rassasier. N'y tenant plus, elle prend prétexte d'un héritage et vole vers Paris. Elle ne cesse d'imaginer leurs retrouvailles au cours de ce long voyage en berline. Sera-t-il toujours dans les mêmes sentiments? La culpabilité la ronge, mais l'amour lui paraît une excuse à tout. Elle s'installe épuisée dans un hôtel de la place de la Concorde et l'attend. Il vient. Les lettres qu'elle lui avait adressées disaient clairement ses intentions. Elle le trouve étrangement distant. Il s'éclipse. Puis, il revient le lendemain, se comportant toujours avec la même gêne. Enfin, il lui avoue que son cœur est pris. Il l'a aimée à la folie, mais désormais, il en aime une autre. Devant cet aveu, elle sent ses forces l'abandonner. Ainsi, cet amour si fort auquel elle n'a pas voulu répondre s'est dissipé? Quand il part, le marteau de la porte d'entrée retombe avec un bruit lugubre. Ce marteau, toute sa vie, la hantera comme un glas. Je m'arrachais à la vue de ce palais avec une impression d'irréalité. Quel fantôme le peuplait? Assez puissant pour m'avoir suggéré leur présence et s'être un instant animé? Était-ce cet amour contrarié qui n'avait pu les unir et demeurait dans ces lieux, avec son énergie intacte, survivant par-delà la poussière des corps? Comme la Pologne, qui devait exister, quelque part, sur ces ruines.